La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bonjour à tous et bienvenue pour ce Dinotalk Raptors versus Celtics pour l'avant-match de cette manche 4 avec un score finalement de 2-1. On est passé tout proche du 3-0. On est passé à 5 dixièmes du 3-0 et un tir d'Og Anunoby sur lequel on va revenir. Avec moi pour en parler, toujours là, toujours présent, notre ami de Celtics France. Salut à toi. Salut, ça va et toi? Ça va très bien. Avec nous, on était obligé de l'avoir aujourd'hui. On a Nathan, le grand fan d'Og Anunoby. Salut à tous et vive Og Anunoby. Le plus beau numéro 3 de la NBA. Ouais, je suis d'accord avec toi maintenant qu'il n'y a plus Dorian Wade. J'ai réfléchi là, le numéro 3. Il y a Bradley Beal qui cause. Un petit peu. Un peu beaucoup. En tout cas, il cause pas en défense. Enfin bref, revenons sur cette rencontre. Côté Celtics, quel est ton état d'esprit? Est-ce que tu es abattu? Est-ce que tu te dis, c'est qu'un match, on va réagir? Quel est un peu ton point de vue sur cette fin de match folle? Écoute, franchement, premièrement, à la fin du match, j'étais totalement détruit. J'étais choqué, j'étais vraiment sonné. Mais franchement, plus j'y réfléchis, plus je trouve du positif en fait. Limite je trouve du positif parce que le match en fait, on l'a en main, plus ou moins, parce que vraiment, à chaque fois que les Raptors passaient devant, les Celtics, on arrivait à repasser devant assez rapidement. Et sinon, on était devant pendant tout le match, même à la fin. On a fait quelques actions pour mener de 4 points. Même lorsqu'on était à égalité, on arrivait à marquer, etc. La preuve avec l'avant-dernière action du match. Franchement, tout se joue sur une erreur bête. D'abord, peut-être une erreur tactique de Brad Stevens de foutre une zone. Ça, c'est discutable. Si ça avait fonctionné, on aurait crié au génie. Donc bon, ça n'a pas marché. Après, il y a eu une erreur de Daniel Theis, Jason Tatum, Jaylen Brown. Ça dépend des points de vue. Mais bon, tout se joue là-dessus. Moi, tout ce que je me dis honnêtement, là, pour les fans des Celtics qui écoutent, franchement, si là on n'arrive pas à se relever, de toute manière, on n'aurait pas les tripes pour réussir en finale de conférence, voire plus haut. Donc de toute manière, là, je me dis, de toute façon, on allait finir par tomber sur un os, à un moment ou à un autre. Du coup, on avait commencé les playoffs à 6 victoires, 0 défaites. C'était le meilleur départ de l'histoire des Celtics en playoffs à égalité avec la saison 86. Ça aurait pu être le meilleur départ de l'histoire, mais bon, voilà. On allait bien finir par tomber sur un os, et voilà. Comme dit, c'est une victoire qui joue sur une action, sur un match qu'on domine pas, mais on a quand même plus ou moins la main sur le match. On n'a pas perdu de 20 points, on s'est pas fait marcher dessus, on s'est pas fait dominer. Je vais revenir sur 2-3 choses qui pour moi ont fait la différence et qui sont intéressantes à noter. Mais en tout cas, là, mon état d'esprit, c'est plus se retrouver dans une situation comme ça. Les joueurs vont beaucoup apprendre. On va voir si les joueurs ont vraiment des tripes, ont les nerfs pour revenir, pour simplement, là, l'objectif, c'est tout simplement pas de se laisser faire et de sortir un match référence pour le match 4. C'est ça l'objectif. Et par rapport aux interviews d'après-match, tout le monde est d'accord que, voilà, c'est fait. Maintenant, il faut passer au match suivant, il faut tout donner. Là, à mon avis, les joueurs vont se préparer et, à mon avis, voilà. Je pense que là, maintenant, au moins, ce qui est bien, c'est que là, on commence vraiment à avoir une vraie série. Jusqu'à maintenant, c'était, voilà, les Raptors n'avaient pas trop de réussite, etc. Mais là, maintenant, les Raptors sont revenus, plus ou moins, parce qu'il y a toujours 2-1, mine de rien, on est toujours devant. Même pas à égalité, on est toujours devant. Mais je pense qu'au moins, là, ça rajoute un peu de piment. C'est sûr que les playoffs, c'est pas un long fleuve tranquille. Franchement, je suis pas non plus serein, mais je suis pas non plus abattu. J'ai quand même, en fait, c'est normal que j'ai encore de l'espoir puisqu'on mène 2-1. Mais j'essaie de tirer un maximum de positif de ce match, en tout cas. Bien sûr, je pense que ça va être un vrai test psychologique parce que les Celtics, ils sont dans leur basket de toute façon. Comme tu le dis, depuis le départ, ils respectent le plan de jeu de votre entraîneur. Et en fait, là, ça va être juste de voir quelle va être la réaction psychologique. Comme tu l'as dit, une série de playoffs, de toute façon, c'est pas un long fleuve tranquille. Quand tu fais un sweep au premier tour, il y a toujours le besoin de réussir à se remettre en cause. Les Celtics avaient réussi à le faire. Les Raptors n'avaient pas forcément réussi à le faire. Dans l'après-match, je sais plus qui l'a dit,
que peut-être après Brooklyn, sans leur manquer de respect, les Raptors n'avaient pas eu un premier tour qui les a mis dans le bain, en fait, en gros, dans le bain de ce niveau de compétition. Donc une défaite, c'est vrai que comme tu le dis, c'est pas forcément négatif. Parfois, ça permet aux joueurs de se remettre en cause et de revenir encore plus fort. On va voir un peu, on va en parler pour ce match 4. On va voir la réaction psychologique qu'auront les Celtics. Nathan, de ton côté, tu nous as confié que tu n'avais pas pu voir tout le match. Tu as vu ce buzzer beater au réveil. Quelle est un peu ta réaction? Ouais, je l'ai vu au réveil. Du coup, naturellement, la première réaction, c'est me dire, mais quoi? Je voyais Twitter qui s'enflammait. J'avais des potes qui m'avaient déjà envoyé des messages parce que voilà, tout le monde sait à quel point je kiffe OG. Du coup, ouais, j'avais des potes qui m'avaient envoyé des messages en me disant, mec, t'as vu ce qui s'est passé et tout. Et moi, je vois ça, je suis comme un ouf. Et puis, mais l'euphorie est vite redescendue parce que je regarde le score, je vois l'action sous plusieurs angles et je me dis, ok, c'est cool, OG mais un shoot magnifique. Alors que la défense de Jaylen Brown, elle était incroyable. Ça, y a rien à redire. Enfin, il pouvait presque pas mieux défendre, quoi. Mieux défendre, c'était contrer. Donc voilà. Donc la défense est vraiment propre de la part des Celtics. C'est clairement un coup de chance. Et enfin, je trouve ça assez dommage quand même que voilà, ces Raptors qu'on annonçait si dominants avec une défense folle qu'on voyait. Enfin, la plupart des gens mettaient les Raptors devant les Celtics. Ils sont menés 2-0, 2-0 et dans le Game 3, ils sont obligés de s'en remettre à OG Anunoby qui, avec une demi-seconde à jouer, doit planter un 3 points venu d'ailleurs. Donc bien évidemment content de voir cette action, mais aussi très très déçu qu'il n'y ait pas eu de réponse plus franche de la part de Toronto, parce que je les attendais personnellement, je les attendais beaucoup plus fort et je les voyais beaucoup plus dans la discussion. Voilà. Après, Boston reste une équipe vraiment incroyable avec d'excellents joueurs, coachés par un excellent coach, mais c'est surtout en fait triste de voir qu'on doit s'en remettre à OG. Avec une demi-seconde à jouer pour ne serait-ce que prendre un match dans la série et c'est le Game 3. Donc voilà. Après, il y a des clés. Il y a une amélioration nette des Raptors sur les 3 matchs. Ne serait-ce que le pourcentage à 3 points. Du coup, le premier match, ils shootaient à 25%. Après, le second match, 27%, ce qui est loin d'être mieux. Mais ce match 3, voilà, 32%. Toujours avec le même volume de shoot, 40 tirs à 3 points en pris sur tous les matchs. Donc voilà, ça c'est positif. Les joueurs rentrent dans le rythme. Je m'attendais à une réaction plus franche. On est quand même obligé, entre guillemets, obligé de compter sur 31 points de Kyle Lowry pour rester dans ce match. Alors qu'on sait que clairement Kyle Lowry, c'est pas celui qu'on attend le plus en attaque. Très déçu. Du coup, j'en profite pour le placer parce que j'étais pas là sur les après-matchs précédents, mais la série de Pascal Siakam, je suis extrêmement déçu. On l'attendait comme un leader. On attend toujours ce leader. C'est très décevant. Enfin, j'ai vu le Game 1, j'ai vu le Game 2, j'ai pas vu ce Game 3, mais on se fout de sa gueule sur Twitter parce que tout ce qu'il fait, c'est tourner en rond. C'est assez dommage parce que il a beaucoup plus d'armes que ça. Donc non, globalement très déçu de la performance des Raptors. Enfin, des performances des Raptors depuis le début de cette série. Voilà. Heureusement que OG Anunoby est un joueur incroyable, magnifique et beaucoup trop sous-coté et qu'il peut sauver un match dans la dernière seconde, quoi. Mais du coup, si je dois donner mon avis sur ce que je vois, sur ce que je lis, sur les stats que j'analyse, c'est catastrophique et j'attendais les Raptors à un niveau bien plus élevé. Voilà. Ouais, l'espoir, c'est que la deuxième mi-temps, c'est beaucoup mieux, en fait. Si on prend les stats globales du match, c'est pas encore génial, forcément, parce que la première mi-temps, de nouveau, dans l'adresse de loin c'était vraiment catastrophique. Et heureusement, Lowry était vraiment présent dans cette première mi-temps pour aller chercher des points. On avait noté qu'il n'y avait pas eu de lancer franc en première mi-temps lors du match 2. Là, d'entrée de jeu, il allait les chercher. Il l'a joué plus intelligemment dans ses pénétrations, en feintant souvent, ce que Van Vliet a du mal à faire encore. Van Vliet est encore trop unidimensionnel dans ses pénétrations. Il se heurte beaucoup à la défense, il se fait contrer.
Moi, j'attends, comme je l'ai dit dans l'après-match, j'attends des adaptations de la part de Van Vliet. Je veux le voir, je veux qu'il étudie les films et qu'il aille voir un peu ce qu'il peut faire de plus parce que les Raptors vont souvent buter sur Jaylen Brown. Pour en revenir à Siakam, je vous laisserai écouter l'après-match. J'en ai parlé assez longuement. Siakam, il est pas dedans depuis la bulle et il tombe sur une défense exceptionnelle sur lui. Il faut voir ce que Jaylen Brown fait. C'est juste, moi, je suis impressionné par Jaylen Brown. Honnêtement, je le pensais pas aussi fort en défense et encore moins sur un joueur plus grand que lui. Il met 4 contres hier et pas que sur Siakam d'ailleurs. On espère que cette victoire, ça va faire un déclic et que les Raptors vont retrouver leur jeu dans les matchs à suivre. On va tout de suite enchaîner parce qu'on a été très long sur le retour sur ce match. On a fait la moitié de l'émission dessus. Quelles sont les clés côté Celtics pour toi pour rebondir dans le match 4? Moi, les clés, c'est simple. Déjà, j'ai remarqué une chose, ça rapidement. En fait, c'est les temps de jeu. Je suis vraiment très très étonné. Après, peut-être que vous, comme vous connaissez plus les Raptors, vous l'êtes un peu moins. Mais je vois qu'en fait, Kyle Lowry a joué 46 minutes 30, Anunoby 45-28 et Fred VanVleet 40-51. Et ces trois-là ont plus joué que Jaylen Brown à 40-14, qui est le temps de jeu le plus élevé côté Celtics. Et ça veut tout simplement dire que Kyle Lowry a joué 10 minutes de plus que Marcus Smart. Donc ça, j'étais un peu étonné. Du coup, peut-être que le match suivant, peut-être que les titulaires devraient peut-être un peu plus jouer. Je suis pas sûr de ça, mais je pense qu'ils devraient un peu plus jouer pour plus matcher les duels. Et sinon, pour moi, les clés du match, en fait, sur 3 matchs, il y a 2 matchs où on a plus de rebonds que les Raptors et on les gagne. Et là, les Raptors prennent 39 rebonds et les Celtics, ah non, je me suis trompé. On a plus de rebonds, mais ok, du coup, ça, je mets de côté. Et, 39-44, mais c'est bon, mis à part le game 1, mais bon, le game 1, enfin non, mis à part le game 2, c'est le plus petit écart de rebond depuis le début de la série. Ouais, ok, ouais, voilà. Du coup, ça montre déjà que même j'ai senti tout simplement, Enes Kanter a dû rentrer en jeu, ce qui n'avait pas encore été le cas sur les 2 premiers matchs. Du coup, ça veut dire que Brad Stevens a senti la menace au rebond et là, il a dû le faire rentrer. Du coup, pour moi, le rebond va être vraiment primordial. Et aussi, pour moi, la clé du match. C'est un peu les mêmes clés à chaque fois, mais là, j'aurais tendance à dire, en fait, jusqu'à maintenant, en playoff, on n'a jamais eu Tatum et Walker forts en même temps. À chaque match, il y en a un qui est fort, l'autre, il est beaucoup moins bon. Et ça, faut trouver une solution. Faut que les deux fonctionnent main dans la main, ensemble et en même temps. Du coup, je pense que ça serait limite ça, la clé. Parce que là, on l'a vu, du coup, Fred VanVleet, 25 points, Kyle Lowry, 31. Les deux ont fonctionné ensemble, ça a marché. Et je peux vous dire que si Tatum et Walker fonctionnent à plein régime en même temps, voilà quoi. Du coup, pour moi, ça serait surtout ça. Là. Côté Raptors, pour toi, Nathan, comment enchaîner? Il va falloir quand même regarder ces temps de jeu. Je reviens là-dessus quand même rapidement. Attention au contre-coup. Kyle Lowry qui joue 46 minutes, c'est 1 minute 30 de repos parce qu'il joue 46 minutes 30, je crois. Sur 48, Fred VanVleet 45, Siakam il joue 37, mais à mon avis s'il n'avait pas eu les problèmes de faute, il aurait joué aussi beaucoup. Va falloir surveiller ça parce que si le mental permet aux joueurs de faire face à des carences physiques qui pourraient arriver, où est-ce que Nurse va plus tirer sur son banc, on va surveiller ça. Quelles sont les clés pour toi pour les Raptors? Pour moi, les clés, c'est déjà profiter de cette bonne dynamique en espérant que cette victoire, même si elle est au buzzer, elle a remis toute l'équipe en confiance. C'est continuer à jouer et garder les points forts des Raptors depuis le début de la série, c'est-à-dire continuer à forcer beaucoup de turnovers pour les Celtics, parce que les Celtics concèdent énormément de turnovers depuis le début de la série. Alors c'est pas forcément converti, mais c'est déjà des ballons de gagner, c'est des possessions en plus, c'est des tentatives en plus. Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est que depuis le début de la série, le pourcentage au shoot des Raptors ne fait qu'augmenter. Donc on peut espérer continuer dans cette dynamique. Voilà, là sur ce match 3, ils étaient à 46%, dont 32% de loin. On peut espérer qu'ils en rentrent un peu plus de loin, mais bon, on est en play-off, donc 32%, c'est déjà très honorable pour une équipe. Surtout qu'on sait bien que les Raptors ont pas vraiment de sniper hors Fred VanVleet. Après, ensuite, continuer à deny des rebonds, continuer à se batailler au rebond. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, c'est le plus petit écart de rebond sur la série et ça joue.
Ça joue énormément. Continuer à faire tourner la balle comme ils ont fait depuis le début de cette série. Enfin voilà, continuer sur ses points forts, sur les points forts de l'équipe. Je sais pas du coup s'il faut continuer à donner autant de ballons à Pascal Siakam. Vraiment, je sais pas quoi penser de Pascal sur cette série, parce que pour moi il est vraiment pas dedans. Et donc peut-être effectivement donner plus de minutes à Norman Powell pour éviter de tirer trop sur Fred VanVleet et Kyle Lowry. Donc va peut-être falloir aller chercher dans le banc. Ça va, quand on est Toronto, on peut se permettre de compter sur ces joueurs de banc. Donc voilà. Après, si je peux noter quelque chose aussi, c'est le pourcentage au lancer franc sur ce Games 3 qui est 56%. Seulement 16 lancers qui ont été tentés. Il faut aller en chercher plus. Comme d'habitude, je cesse pas de le rappeler, si ça rentre pas, surtout en première mi-temps, si ça rentre pas de loin, si même à mi-distance c'est compliqué, faut pénétrer dans la raquette. Alors on sait que la raquette de Boston elle est solide, hein, mais ça va, à Toronto il y a du physique, on a des joueurs intelligents, faut qu'ils aillent chercher ces lancers, et surtout quand ils ont des lancers, faut qu'ils en mettent plus. Boston, ils ont mis 16 lancers. Toronto, ils en ont tenté 16, et ils en ont mis que 9. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Après, on l'a dit, Siakam, problème de faute, voilà. Donc pour moi, ça sert à rien de faire une refonte complète du jeu. On a vu que quand les Raptors jouaient sur leur point fort, ça pouvait marcher, même si ça marche dans la dernière demi-seconde. Continuer, voilà, sur le plan de jeu. Je pense que Nick Nurse sait ce qu'il fait. J'ai toujours une confiance absolue en Nick Nurse. Donc pas vraiment de conseils ou de gros trucs à modifier. Juste faire attention, comme on disait, au temps de jeu, et continuer à jouer sur les points positifs de l'équipe, et en espérant que cette bonne dynamique permette une victoire sur le Game 4. Là, on enchaîne avec le duel à suivre. On a abordé déjà beaucoup de duels dans toutes les previews. On va revenir un peu sur Marcus Smart. Il a été très bien défendu cette fois. Il a eu moins d'adresse également. Est-ce que tu vas te focaliser sur lui, sur ce match-là côté Celtics, ou est-ce que tu as un autre duel sur lequel tu veux voir des changements? Alors, premièrement, je pense que le fait que Marcus Smart se soit retrouvé, bon après on sait qu'il tire beaucoup de 3 points, mais le fait qu'il soit 2 sur 9 à 3 points, en fait, déjà premièrement, je vais commencer dans l'ordre. Premier duel, je le répète, je l'ai déjà dit, c'est la clé Jaylen Brown, Siakam. Jaylen Brown, comme je l'ai dit avant, il nous fait une défense niveau élite sur Siakam. Un mec plus grand que lui, de base, Jaylen Brown, il joue poste 2, Siakam poste 4. Ce qui nous sort, c'est incroyable. Après, on sait bien que poste 2 à Jaylen Brown, c'est pas son poste naturel. Enfin, le premier poste qu'il a eu dans sa carrière. Mais je trouve ça vraiment incroyable ce qu'il nous propose, et ça, faut absolument que ça continue. Et après, par rapport à Marcus Smart, je pense surtout qu'il a dû tirer, parce que Tatum a tiré 4 3 points et Smart en a tiré 9. Et c'est pas normal, puisque Tatum est bien meilleur que Smart à 3 points. Du coup, je pense qu'il faut trouver plus les spots de Tatum, et ça a été provoqué par la défense qui a été proposée sur lui. J'ai vu à multiples reprises, c'était Siakam. Du coup, pour donner un duel, je dirais Tatum-Siakam, mais exactement, ce serait vraiment Tatum contre la défense. Faut absolument qu'il trouve ses spots. Le seul 3 points qu'il met, c'est un 3 points énorme en sidestep à la fin des 24 secondes, avec la défense contestée à 100%. Il n'a pas trouvé ses spots pendant ce match-là. Faut que l'équipe travaille pour que Tatum ait ses spots à 3 points. Que ça soit en 1 contre 1, que ça soit en catch and shoot, que ça soit, quelles que soient les positions, faut trouver des 3 points pour Tatum. On sait qu'il est fort. Faut lui trouver les positions, et je dirais, du coup, duel Tatum défense des Raptors, du coup. Parfait. Nathan, quels sont les duels à suivre pour toi? Comme tu le disais, il y a pas mal de duels qui ont déjà été mis en place, qui ont déjà été présentés. Moi, je proposerais bien Pascal Siakam contre lui-même, quoi. Il faut qu'il se mette dedans, parce que on va pas toujours pouvoir compter sur 45 minutes de Lowry, 45 minutes de OG, si les Raptors veulent continuer à aller loin dans ces playoffs. Et parce que la série est encore longue, il reste au minimum, il reste 2 matchs. Donc 2 matchs, faut savoir les jouer, faut se battre. Donc si on veut pas que les titulaires craquent, faut que Pascal se reprenne en main, faut qu'il arrête de faire ses fautes bêtes. Et du coup, voilà, il y a Pascal Siakam contre Pascal Siakam, j'ai envie de dire. Et sinon, un autre duel, c'est pas tant un duel, parce que je vois pas trop de duels. Pour moi, les match-ups, que ce soit en attaque ou en défense, les match-ups sont plutôt équilibrés.
pour l'instant à l'avantage de Boston. Donc je vois pas de gros duels parce que les gros duels on les connaît. Voilà, c'est Pascal contre Jaylen Brown, c'est Pascal contre Jason Tatum, c'est Kyle Lowry sur Marcus Smart. Enfin, les gros duels on les connaît. Après, pour moi, je pense que on verra les décisions de Nick Nurse, mais comme on l'a dit, ça fait 2 matchs que 3 titulaires des Raptors, donc en les personnes de Kyle Lowry, Fred VanVleet et OG Anunoby jouent énormément. Ils sont à plus de 44 minutes sur les 2 derniers matchs. Ce serait peut-être temps pour un petit Norman Powell de trouver son temps de jeu. Voilà, là, cette nuit, il a joué 15 minutes et il a mis 8 points avec des bons pourcentages au shoot. C'est peut-être à lui de briller sur cette série parce que on sait qu'il aime bien et ce serait pas la première fois qu'il a ce petit côté Factor X, quoi. Donc, contre le banc de Boston, j'espère un petit ajustement de Nick Nurse pour permettre plus de temps à Norman Powell. Mais sinon, la vraie match-up, c'est Pascal contre les démons dans sa tête, là. Là, ça va pas. Ça va pas du tout. Parfait, tu as déjà anticipé la dernière question sur les Factor X. Norman Powell, en fait, il a eu une première mi-temps très difficile. Et à l'image de l'équipe, il s'est réveillé en deuxième. Lui aussi, il a commencé à mettre dedans à 3 points. Et je suis totalement d'accord avec toi. Je vais déjà anticiper le Factor X côté Raptors. Pour moi, c'est Norman Powell qui a vraiment les clés en sortie de banc. S'il parvient à avoir son vrai niveau, le Powell qu'on connaît, qui va chercher des lancers, qui pénètre, qui est inarrêtable en pénétration. On l'a vu 2-3 fois, il a réussi à le faire hier. Ensuite, ça le met en confiance. Il commence à mettre dedans de loin. Si Powell peut sortir un gros match, ça pourrait enlever une grosse épine du pied des Raptors qui, sur la rencontre d'hier, n'ont pas eu d'apport du banc. C'est aussi pour ça que Nick Nurse a dû tirer sur les titulaires. Ibaka fait 1/6, on va pas le blâmer parce que c'est l'un des seuls qui était irréprochable depuis le début de cette série, avec OG d'ailleurs. Mais on a besoin d'un apport de quelqu'un d'autre du banc. Nurse a tenté Matt Thomas sur 5 minutes, ça n'a pas forcément fonctionné. Il a été pas mal en défense, mais il a pas trouvé. On l'a pas réussi à le trouver vraiment. Je crois qu'il a un tir raté à 3 points, ça doit être juste ça, il a juste pris un tir. Pour moi, j'ai déjà anticipé, pour les Factor X, ça sera Norman Powell et éventuellement d'autres joueurs du banc que Nick Nurse pourrait sortir. Cette fois, il n'a pas fait jouer Boucher, il n'a pas fait jouer Davis. À suivre ce que Nick Nurse sortira. On va conclure maintenant parce qu'on est déjà assez long. Côté Celtics, pour toi, quels sont les Factor X ? En fait, mon premier Factor X, en fait, c'est 2 Factor X qui sont assez liés. Mais en fait, non, le Factor X le plus important, ça va être Brad Stevens. Le coach, il y a plusieurs choses. Première chose, faut qu'il continue à bloquer Ibaka comme il l'a fait sur ce match-là. Contrairement aux 2 premiers matchs où Ibaka il nous avait mis dans une galère pas possible, et ben là, là c'était bien joué. Du coup, ça, c'est un des premiers trucs que Brad Stevens doit voilà. Ensuite, c'est, à mon avis, un Factor X. J'aurais dit aussi Jason Tatum. Mais à mon avis, je pense que vu la galère que ça a été avec la défense, surtout, on n'en a pas encore parlé, mais les Raptors défendent en zone sur la quasi-totalité du match, j'ai l'impression. Et il faut absolument que Brad Stevens trouve une solution parce que cette défense en zone est directement liée à la mauvaise adresse de Tatum qui fait 5 sur 18 au tir, ce qui est vraiment très mauvais. Du coup, à mon avis, Stevens, faut juste qu'il trouve des solutions en attaque pour Tatum, premièrement, puisque les autres joueurs ont plus ou moins trouvé leur shoot. Jaylen Brown 9 sur 15, Kemba pareil, Daniel Theis 4 sur 7, le banc est plutôt pas mal. Voilà, les seuls qui font tâche, c'est Marcus Smart 4 sur 15 et Tatum 5 sur 18. Du coup, je pense que voilà, Stevens doit vraiment aider Tatum à trouver ses spots. Et aussi, dernière chose, ce qui nous a posé problème hier, c'est le nombre de 3 points tentés et du coup marqués en fait. Parce que sur les premiers matchs, on en tentait presque 40, voire plus, je suis plus sûr. Mais là, on n'en tente que 29. Certes, 9 sur 29, voilà, 9 c'est pas beaucoup. En fait, le truc c'est qu'on n'a pas du tout trouvé nos spots. On n'a pas trouvé nos spots en attaque, on a dû marquer sur des actions où d'habitude c'est pas forcément ça nos points forts en fait. Du coup là, le travail de Brad Stevens, ça va être tout simplement d'aider l'équipe à trouver ses spots. Vraiment, d'aider tous les joueurs à trouver leur spot préférentiel. Et en général, les spots, ils se trouvent derrière la ligne à 3 points, quoi. Surtout que quand je vois qu'on a tiré 29 fois et que Smart a tiré 9 fois, soit un tiers du nombre de 3 points, alors que c'est peut-être le 4e meilleur shooter de l'équipe, c'est pas normal. Brown n'en tire que 2, Tatum uniquement 4. Faut que Brad Stevens trouve des solutions,
Il faut qu'il aide surtout Tatum et Brown à 3 points à trouver leur spot, quoi. Eh ben, c'est très bien tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé. Merci à tous les auditeurs de nous suivre régulièrement. On se retrouve, c'est déjà samedi. Coup d'envoi, je crois, c'est 18h30, minuit et demi, comme le match précédent. Et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors! Let's go Celtics! Lowry for three. Bang!